Ce que dit Gims ne peut donc pas être balayé de revers de la main avec arrogance et mépris comme le font depuis quelques jours les médias français. Cela mérite tout au moins de la modestie. Mais le problème c'est que, comme je vous le dis depuis le début, Gims n'a pas su choisir les bons mots. Gims est dans les médias depuis quelques jours, pas parce qu'il a sorti un nouvel album, mais à cause d'un bad buzz créé par une interview accordée au Chairman dans laquelle il affirme que l'Égypte ancienne aurait découvert l'électricité bien avant les découvertes modernes. Je vous laisse découvrir la vidéo. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Le but de ma vidéo n'est pas de dire si Gims a raison ou pas, car je ne suis pas un égyptologue. Mais on va surtout parler de deux grandes leçons qu'il faut retenir de la sortie de Gims et qui peuvent nous aider dans notre vie personnelle. La première leçon est celle-ci. Il faut savoir choisir ses mots. Il faut savoir choisir ses mots car ils peuvent avoir un impact significatif sur la manière dont les autres perçoivent ce que nous disons. Devant une situation complexe, nous devons choisir les mots appropriés pour expliquer de manière concise ce que nous voulons dire afin d'éviter toute confusion ou malentendu. Gims affirme que les anciens Égyptiens avaient l'électricité. C'est une affirmation très importante, voire grave, que tu ne peux pas lancer sans preuve véritable. Et les arguments, bien évidemment, Gims les a avancés dans la vidéo pendant son interview. Il a commencé par dire l'Afrique c'était le Wakanda. L'Afrique c'est Wakanda, bordel. What the fuck? Même si on a compris bien évidemment ce qu'il voulait dire, cette métaphore était tout à fait malvenue. Car Wakanda ça renvoie à Black Panther. Qui n'est rien d'autre qu'un film de science-fiction et donc systématiquement on pouvait s'attendre à ce que les adversaires de Gims sautent sur l'occasion pour le traiter de plaisantin. Il faut savoir choisir ses mots. Nous sommes ici dans un débat très sérieux, un débat qui a créé des affrontements entre égyptologues pendant des décennies et des siècles. Vous ne pouvez pas aborder un tel débat sans un minimum de sérieux. Alors quand on s'attaque à un tel domaine, on ne peut pas aller emprunter des mots à la fiction ou à Disney. Il faut anticiper les coups de l'adversaire et ne pas lui donner les armes pour nous abattre. Et Gims a donné les armes à ses adversaires pour l'assommer. Autre argument, Gims a dit que l'électricité était produite grâce à l'or qui est placé au sommet des pyramides et que l'or serait un superconducteur qui produirait l'électricité. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. Il dit que l'or est un superconducteur. Ok, mais c'est une erreur. Scientifiquement, aujourd'hui, on peut prouver que l'or n'est pas un superconducteur et aussi, on peut prouver qu'il n'y a pas de l'or au sommet des pyramides. Après, on peut toujours dire peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas de l'or et qu'avant, il y avait de l'or au sommet des pyramides. Soit, supposons même qu'il y a de l'or au sommet des pyramides. Validons cette thèse-là. Est-ce que l'or peut produire de l'électricité? Est-ce que c'est un superconducteur? Si les Égyptiens voulaient utiliser un superconducteur, vu le niveau de précision et de rigueur dont ils ont fait preuve dans la construction des pyramides, vu toutes les connaissances avancées et précises qu'ils avaient, ils n'allaient pas choisir l'or, car l'or n'est pas un superconducteur. Scientifiquement, c'est prouvé. À température ambiante, l'or n'est pas un superconducteur. Il faut que l'or soit exposé à moins 271 degrés Celsius pour devenir un superconducteur. Et contrairement au mercure, à l'aluminium et au plomb, l'or n'est pas un superconducteur. Scientifiquement, on peut le prouver. Et cet argument de Gims va une fois encore tomber à l'eau. Je ne suis pas en train de dire que Gims a tort et que sa thèse de départ, qui consiste à dire que les anciens Égyptiens avaient la connaissance pour faire de l'électricité, est fausse. Le but de cette vidéo, c'est de tirer des leçons. Vous pouvez être innocent pour un crime. Si vous avez un avocat qui ne sait pas choisir ses mots, qui ne sait pas choisir ses arguments, vous allez être condamné à mort. Et pourtant, il existe beaucoup d'arguments que Gims aurait pu lancer et qui auraient rendu la tâche beaucoup plus complexe à ses détracteurs, car il n'aurait pas pu traiter Gims de plaisantin. Il s'agit d'arguments beaucoup plus sérieux qui ne prouvent pas de façon incontestable que les anciens Égyptiens avaient la technique de l'électricité, mais cela pousse à des réflexions un peu plus avancées et ne peut pas être un débat de surface.
Gims aurait pu simplement sortir l'argument de la lampe du temple de Dendera. Le temple de Dendera aurait été construit il y a environ 3000 ans et ses bas-reliefs supposent un savoir caché des Égyptiens antiques en matière d'électricité. On y voit une sorte de grosse lampe électronique ayant sur le côté gauche une cathode sur laquelle arrive un fil d'alimentation et sur le côté droit une anode constituée par 2 bras montés par un isolateur haute tension. Mais les égyptologues, malgré la forte ressemblance de cette lampe de Dendera avec les lampes à incandescence qu'on a aujourd'hui, ont préféré classer cela comme un symbole ésotérique du culte du serpent. Pour eux, tout ceci est symbolique. C'est le culte du serpent. Le serpent est le symbole du soleil levant et du feu cosmique. La lampe est le symbole du ciel matinal. Les personnages les entourant sont des représentations de l'éternité. Malheureusement pour eux, ils se sont très vite confrontés à d'autres arguments tout aussi déroutants. Dans la vie courante, on sait que les anciens Égyptiens employaient des lampes à huile et des torches qui laissaient des traces de suie et autres résidus gras de combustion sur les murs et les plafonds. Mais dans les tombeaux de la vallée des rois, tels que par exemple celui de Séti II, creusé dans la montagne à plus de 100 mètres, on ne trouve aucune trace de suie. Sur les murs ou sur les plafonds, qui sont tous peints et gravés dans la roche. C'est de la même chose dans les tombeaux des artistes réputés et des hauts fonctionnaires qui étaient enterrés près des rois. Dans la photographie qui s'affiche à l'écran, qui montre l'intérieur du tombeau de Saint Jem, gardien de la place de la vérité, les fresques ne présentent aucune trace de suie et sont d'une extraordinaire fraîcheur. Alors, comment ont-ils fait? Connaissaient-ils réellement le principe de l'éclairage électrique et l'utilisaient-ils dans la vie courante ou est-ce réservé uniquement aux prêtres et aux initiés? Avaient-ils découvert ce savoir technique par eux-mêmes ou le tenaient-ils d'une autre civilisation encore plus ancienne? Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'ils s'étaient simplement servi de miroir pour réfléchir la lumière du soleil à l'intérieur des couloirs profonds et des salles souterraines. Malheureusement, on ne peut pas retenir cette hypothèse. Les miroirs d'argent des Égyptiens ne pouvaient refléter au mieux que 40% de la lumière, ce qui fait qu'après l'utilisation de quelques miroirs simplement, l'obscurité reprendrait sa place. D'autres chercheurs disent que l'on trouve des traces de suie et autres résidus gras de combustion dans les murs de certains monuments, comme c'est le cas par exemple dans le temple de Dendera, mais ce n'est pas une preuve en soi, ni dans un sens ni dans l'autre. Nombreux sont les monuments de l'Égypte antique qui ont été visités et pillés au cours des siècles à lueur de torches et de lampes à huile. Ces traces, quand elles existent, sont donc à mettre sur le compte des visiteurs et des pilleurs plutôt que sur le compte des bâtisseurs. Ce que dit Gims ne peut donc pas être balayé de revers de la main avec arrogance et mépris comme le font depuis quelques jours les médias français. Cela mérite tout au moins de la modestie. Mais le problème c'est que, comme je vous le dis depuis le début, Gims n'a pas su choisir les bons mots. Il n'a pas su trouver les bons arguments pour étayer son affirmation. S'il avait choisi les bons mots, les gens n'auraient peut-être pas validé ce qu'il est en train de dire, mais il le ferait avec beaucoup plus de prudence, avec beaucoup plus d'intelligence, car il y a des études sérieuses sur la question et personne n'arrive à ce jour à se mettre d'accord. Et tous les camps sont d'accord d'une chose, ils ne seront jamais d'accord sur certains sujets. La deuxième leçon que nous devons tirer de la sortie de Gims, qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. L'interview de Gims par le chairman a duré plus d'1 heure et le passage qui a fait polémique a duré à peine 2 minutes. Et quand on écoute la totalité de l'interview, on voit un Gims qui a complètement changé, un Gims qui est révolté contre les massacres qui se produisent aujourd'hui au Congo sous le regard complice de la communauté internationale qui n'hésite pas à traiter les Africains d'hypocrites quand ils refusent de condamner la guerre en Ukraine, mais qui refuse elle-même de condamner ouvertement et de prendre des mesures adéquates contre le Rwanda. De plus, Gims a décliné l'invitation de Brigitte Macron qu'il a sollicité pour accompagner le président Macron lors de sa dernière tournée africaine. Il ne se voyait pas débarquer au Congo en compagnie du président français que beaucoup d'Africains aujourd'hui considèrent comme l'une des forces extérieures responsables de leur malheur. Gims a donc décliné cette invitation. J'ai décliné l'invitation, il faut savoir que je l'ai reçue en direct, moi, enfin pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc j'ai cherché à savoir déjà l'objet de la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Tu vois, et j'ai toujours eu ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Tu vois, donc j'ai dû décliner. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué. Et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications. Et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Donc, moi, en tant que Congolais, arriver comme ça, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée.
On t'en aurait voulu. C'était pas la meilleure idée, on m'en aurait voulu et je peux comprendre pourquoi on m'en veut par rapport à ça. Tu vois? Donc j'ai eu une réflexion de 24 heures, j'ai réfléchi un petit peu. Bien avant que ça parte sur les réseaux, etc., j'en ai jamais parlé, moi. J'en ai jamais parlé, je crois que c'est justement Kémy Séba qui a mis ça avec un tweet. Moi, j'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, personne va, quoi qu'il arrive, j'ai pas à dire que j'ai décliné, Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que c'est politique, c'est machin, j'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, c'était pas la meilleure des choses. C'était pas la meilleure des choses, je l'ai pas senti. Pendant cette interview, Gims a dit beaucoup de choses qui ne peuvent pas, de toute façon, plaire à l'oligarchie occidentale qui pille l'Afrique. Le Congo a toujours été dans un carrefour, c'est-à-dire dans des, comment on appelle ça? C'est-à-dire historiquement, dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire des écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc, le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si ce coin du pays, là, le Kivu, où il y a toute cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan, là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas. Aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars. Tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin. Ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Alors, il est passé à l'attaque avec la stratégie de diversion. La stratégie de diversion est une technique de communication qui vise à détourner l'attention d'un sujet ou d'un problème en créant une distraction ou en changeant de sujet. Cela peut se faire en utilisant des arguments qui ne sont pas directement liés au sujet initial ou en soulevant des questions secondaires ou simplement en créant un scandale ou une controverse pour focaliser l'attention sur autre chose que le problème initial. La stratégie de diversion est souvent utilisée en politique, en relations publiques ou en communication pour éviter de répondre directement à une question embarrassante ou de détourner l'attention du public sur des sujets qui pourraient nuire à l'image ou à la réputation d'une organisation ou d'un individu. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le bad buzz lancé par les médias pour décrédibiliser Gims. Ils essaient de faire diversion pour que les gens ne retiennent de la vidéo de Gims que la partie dédiée à l'électricité afin de le faire passer pour un guignol. Par le passé, certains gouvernements occidentaux, dont je peux faire taire les noms, ont déjà utilisé la pathologisation pour discrédibiliser des individus qui dérangeaient leurs intérêts. Pour ceux qui ne le savent pas, la pathologisation consiste à attribuer à une personne des symptômes de maladie mentale ou psychologique afin de le décrédibiliser plutôt que de discuter des idées ou des actions qu'elle propose. La pathologisation peut être utilisée comme une forme de manipulation psychologique pour décrédibiliser ou discréditer une personne qui critique ou remet en cause une autorité ou une position de pouvoir en la faisant passer pour instable ou incapable de penser rationnellement. Cette technique peut être utilisée dans divers contextes tels que la politique, la religion, le travail ou les relations personnelles. On se rappelle encore du célèbre régionaliste américain Seymour Hersh, ancien prix Pulitzer, qui a publié sur son blog une enquête dans laquelle il affirme que le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre dernier était le fait des Américains. Le mec qui autrefois était acclamé pour son travail minutieux est aujourd'hui traité de complotiste ou de personne mentalement instable. Bref, ne sous-estimez jamais votre adversaire
sincère. Quand vous décidez de vous lancer dans une cause dangereuse, sachez choisir vos mots. Vous ne pouvez pas donner à vos adversaires les armes nécessaires pour vous abattre. Aujourd'hui, personne et absolument personne ne peut prouver que Gims a tort. Et donc, ils vont juste s'attaquer aux arguments fantaisistes qu'il a lui-même donnés et qui ne tiennent vraiment pas la route quand on creuse cela un peu plus. Vous devez être incollable quand vous vous lancez sur certains sujets. Gims avait une bonne volonté, Gims avait une histoire, Gims avait un truc à dire, mais il n'avait pas de bons arguments, il n'avait pas les bons mots. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire de l'électricité dans l'Égypte antique. Si vous avez des lectures, d'autres travaux sur la question, partagez cela avec nous en commentaire afin qu'on aille les lire également. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ici, je parle souvent de marketing digital, d'e-commerce, d'intelligence artificielle et bien d'autres encore. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était moi. Ciao, ciao.